Donald Trump y a échappé, mais pas son ami. Il n'a pas eu la chance de se pencher au bon moment ou encore le tireur a retenu qu'il faut éviter de viser la tête. Charlie Kirk, un dirigeant influent de l'organisation étudiante conservatrice, a été gravement blessé par balle lors d'un débat à l'Utah. Il a été hospitalisé et quelques heures plus tard, Donald Trump a annoncé sa mort. L'incident s'est produit dans une université locale. Avant de revenir sur sa mort, parlons un peu de la personne. Kirk était surtout connu pour son soutien à Donald Trump. Fervent partisan, Kirk était très proche de plusieurs membres de l'entourage du président. Il avait pris la parole en faveur de Donald Trump lors de la Convention nationale républicaine de juillet 2024 où Donald Trump et J.D. Vance ont été choisis comme candidats à la présidence et à la vice-présidence, logiquement. Quelques jours avant cette convention, Trump lui-même avait échappé à une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie. Charlie Kirk a bâti sa carrière non pas sur une réflexion profonde, mais sur des slogans simplistes, des confrontations spectaculaires et des polémiques calibrées pour les réseaux sociaux. Sa spécialité consistait à caricaturer ses adversaires, à réduire les débats très complexes en de petites phrases choc pour pouvoir émouvoir la population, le pupitre, et surtout à jouer de la provocation. Vous savez que dans un débat, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent ou alors celui qui a les meilleurs arguments qui gagne. Dans un débat, c'est celui qui arrive le plus rapidement à déstabiliser la personne en face. Parce que ce qui compte, c'est la manière dont la personne réagit. Et il était expert dans ça. C'est donc de cette manière qu'il s'est imposé comme une figure beaucoup plus médiatique qu'intellectuelle. Parce que tout simplement, il ne donnait aucune solution réelle. C'était un one-man showiste globalement. Turning Point USA, l'organisation qu'il a cofondée, est présentée comme une initiative de mobilisation étudiante. Mais en réalité, elle a surtout servi de relais pour les idées trumpistes, le financement opaque et la cause ultra-conservatrice, raciste et la radicalisation d'une partie de la jeunesse républicaine. Plusieurs enquêtes ont mis en lumière ces financements massifs venus de grands donateurs proches de l'extrême droite américaine. Loin d'être une simple association étudiante, la TPUSA a joué le rôle de bras idéologique pour maintenir l'influence du trumpisme sur les campus. Beaucoup des déclarations de Kirk montraient une vision du monde profondément problématique. Par exemple, il a défendu l'idée que c'était acceptable qu'il y ait quelques morts par arme à feu par an, tant que cela permettait de maintenir le second amendement préservé. C'est littéralement relativiser la vie humaine au profit d'une idéologie. Voilà qu'il en est lui-même victime. Vous pensez que dans sa vie, s'il avait su qu'il aurait fini de cette manière-là, est-ce qu'il aurait toujours autant défendu le port d'armes à feu aux États-Unis? C'est parce que ça concernait les autres qu'il défendait ça ainsi. Les morts par arme à feu, ça ne l'inquiétait pas ni lui ni ses proches. Ils savent que ça concerne surtout un certain milieu, une certaine classe sociale et que globalement eux ils sont protégés. Quand ça concernait les autres, les morts étaient des statistiques. Vu que c'est tellement grand, c'est tellement vaste, on ne voit pas sur le coup la douleur des gens. Mais s'il savait que ce serait fini comme ça, est-ce qu'il aurait défendu la légalisation des armes à feu avec la même farouche? Kirk se présentait comme un chrétien évangélique fervent, comme un gars défenseur des valeurs familiales. Mais cette image de pureté morale masquait mal son usage opportuniste de la religion comme arme politique. Sa rhétorique associait systématiquement la foi à l'idéologie trumpiste. Donc c'est comme ça qu'il utilisait le christianisme comme étant un outil de mobilisation électorale. Si Donald Trump et les cercles conservateurs le célèbrent actuellement comme un héros, c'est parce qu'il a servi leurs intérêts. Il a amplifié leur influence chez les jeunes et il a créé des réseaux militants fidèles, extrêmes. Et il a popularisé des thèmes populistes. Mais quand même, pour une grande partie de la société américaine, Charlie Kirk représentait la montée d'une droite agressive, très agressive, intolérante, hostile à la diversité et prête à légitimer la violence symbolique, voire la violence physique au nom de la politique. Et une fois de plus, on revient à ce que je disais. La violence, c'est utilisable tant que c'est loin de lui. La violence, c'est utilisable tant que c'est loin d'eux en règle générale. Tant que ce ne sont que des statistiques, tant qu'ils ne sont pas directement en confrontation avec cette violence-là, ils peuvent la permettre. Parce que maintenant, vous allez voir tout un bashing médiatique autour de l'événement. D'ailleurs, je trouve que le tueur a très mal agi. Il a extrêmement mal agi, il n'aurait pas dû faire ça. Parce que il a fait de lui un martyr désormais. C'est terminé. Sa mort va plus convertir que sa vie. Je parle des gens, des fans. Au moins vivant,
il aurait pu être brisé et s'humaniser. Il y aurait eu moyen, par le caractère assassination, de faire quelque chose. Là, il sera divinisé à tout jamais par ses fans et tous ceux qui pensaient comme lui. On l'a déifié. Le criminel l'a éliminé à son prime, c'est-à-dire la pire période. Mais c'était quand même important que l'on fasse ça, qu'on rappelle un certain nombre de trucs. Parce que le même Kirk avait des théories raciales de suprémacistes. Il expliquait tranquillement et constamment que les blancs allaient être remplacés par les minorités. Il encourageait un certain nombre de dérives. Pas directement, ce n'est jamais directement qu'ils le font, mais indirectement, avec un certain nombre de mots, d'approches. La nécrologie que tout le monde veut faire de lui actuellement, c'est une figure admirable. Mais en réalité, Charlie Kirk incarne surtout les dérives d'un militantisme qui privilégie la polarisation, le spectacle et la radicalisation au détriment du dialogue et du respect des valeurs humaines. Voilà. Donc, c'était important qu'on le rappelle. Et maintenant, parlons de l'événement. Il y a plein de zones d'ombre qui subsistent autour de ce drame. Mais voici ce qu'on sait pour l'instant déjà. Il était âgé de 31 ans. Il avait été invité à prendre la parole à l'université de Valley de l'Utah. Il était installé sous un kiosque blanc. Et il était en train de s'adresser à une foule de près de 3000 personnes réunies dans la cour extérieure du campus. Selon des témoins et plusieurs vidéos, il répondait même d'ailleurs à une question sur les fusillades de masse au moment du tir. Un spectateur lui a demandé: savez-vous combien d'Américains transgenres ont commis des fusillades de masse ces 10 dernières années? Et il a répondu: trop. Le spectateur a précisé qu'il y en avait eu 5 et a demandé combien de tueurs de masse avaient été recensés au total. Kirk a ironisé en disant: comptez-vous ou pas la violence des gangs? C'est à ce moment-là, que le coup de feu a retenti. You know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Vers 12h20, heure locale, on a vu les images de lui reculer sur sa chaise et le sang qui coulait de son cou. Tandis que la panique, évidemment, s'est emparée dans la foule. Il a été transporté en urgence à l'hôpital dans un véhicule privé. Mais Kirk n'a pas survécu. Quelques heures plus tard, c'est donc Donald Trump qui a confirmé sa mort dans un message sur Trust Social. Sa femme, Erika, et leurs 2 enfants assistaient à la scène depuis le public. Vous imaginez le traumatisme? Les autorités parlent d'un assassinat, mais l'auteur du tir reste inconnu. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées avant finalement d'être libérées faute de lien avec la fusillade. Je vais vous montrer à quel point les médias américains nous prennent pour des quiches. Il faut savoir que même pas 5 minutes après le coup de feu, un vieil homme du nom de Michael Mallison va être arrêté. Il est directement accusé du meurtre à l'instant T, tout le monde est sûr que c'est lui. Originaire de l'Utah, les médias américains nous le vendent comme un gauchiste, ça fait à peu près le suspect idéal. Sauf qu'on apprend un peu plus tard que ce vieil homme était dans la foule et que la balle est partie à plus de 190 mètres, donc c'est impossible que ça soit lui. Rendez-vous compte, voici la distance avec laquelle le tireur d'élite a touché Charlie Kirk avec une précision phénoménale. La distance est à peu près équivalente à 2 stades de foot, je ne vais pas me mouiller en vous disant que c'est probablement un ancien militaire vu la précision avec laquelle il a fait ça. Il n'y avait qu'un seul bâtiment qui procurait une vision parfaite sur Charlie Kirk, mais il faut savoir que ce bâtiment est à 50 mètres d'un commissariat de police. Et il y a des vidéos prises par des passants qui ont bel et bien vu un homme sur le toit de ce bâtiment. Ma question est la suivante: comment ça se fait que le tireur qui est à 50 mètres du commissariat de police du campus, ce dernier n'a pas été filmé par les caméras de surveillance, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Les seules images que nous possédons, ce sont des individus lambda qui l'ont filmé. La police américaine déclare pourtant avoir commencé une chasse à l'homme, il regarde dans les buissons, dans les jardins du campus, mais on ne possède ni l'image, ni le nom de l'assaillant, ni le type d'arme avec lequel ce crime a été effectué. Une journaliste américaine déclare: ne soyez pas surpris si on ne retrouve jamais le tireur. Vous savez ce qu'on dit, si quelqu'un est sûr de quelque chose qui est incertain, c'est qu'il en sait beaucoup. Cette affaire reste toujours en cours, a déclaré le département de sécurité publique de l'Utah, qui dirige désormais les forces de l'ordre locales dans cette affaire. Il y a une vaste chasse à l'homme qui est en cours pour pouvoir retrouver le tireur. Le campus a été entièrement verrouillé et les policiers lourdement armés se sont mis à fouiller le bâtiment en menant des perquisitions porte à porte. Selon les autorités, l'assaillant aurait tiré depuis le toit d'un bâtiment proche de la cour où Kirk s'exprimait. Les enquêteurs étudient la vidéo de surveillance et pensent que le suspect portait des vêtements sombres. Après examen de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il y a certaines d'entre elles qui semblent montrer une silhouette sur le toit d'un immeuble universitaire juste après l'attaque. Mais ça reste impossible de confirmer à quel moment exactement elles ont été filmées. D'autant plus que la mauvaise qualité rend difficile toute identification claire. Toutefois, grâce aux détails architecturaux, ils ont quand même pu déterminer qu'il s'agit bien de l'OC Center de l'UVU. Un porte-parole du campus a confirmé que l'angle de vue provenait de ce bâtiment.
La silhouette perçue sur le toit se trouvait à environ 130 mètres de la scène où Kirk était assis. Il y a maintenant les zones d'ombre, donc tout ce qu'il reste à confirmer et on aura probablement des éclaircies dans les prochains jours. Déjà, on ne connaît pas encore le motif clair du tireur. S'il s'agissait d'un acte politique ciblé, d'une vendetta ou alors autre chose. Les autorités parlent d'un assassinat ou d'une attaque ciblée, mais les preuves pour pouvoir comprendre les motivations restent incomplètes pour le moment. L'heure exacte du tir, le chemin précis que le suspect a pris pour arriver sur le toit, puis pour fuir, et les complices éventuels n'ont pas encore été publiquement établis. On ne sait pas encore si les dispositifs de sécurité comme les détecteurs de métaux, ou alors les fouilles au sac, ou encore quel était le plan de sécurité de l'université et le plan de sécurité de l'organisation de l'événement. Lorsqu'un tir éclate dans un rassemblement public, comme c'était le cas là-bas, le protocole est immédiat. La police locale se rend sur place, arrête le flux de personnes, évacue les blessés et isole la zone avec des périmètres de sécurité. Le premier objectif, c'est de se rassurer que le danger est écarté. C'est-à-dire déterminer si l'auteur est toujours présent ou alors s'il y a d'autres tireurs. Ensuite, éviter de nouvelles victimes. Vient après ça la collecte des indices physiques et matériels. Armes, munitions, douilles, trajectoire de la balle, empreintes digitales ou encore empreintes de pieds, fibres, ADN, objets laissés, ainsi que toute vidéo disponible. Caméras de surveillance comme images filmées par les témoins. Tous ces éléments servent à une reconstitution minutieuse des faits. Angle de tir, distance, hauteur, luminosité et j'en passe. Parallèlement, les enquêteurs interrogent les témoins, qu'ils soient membres du public ou alors organisateurs ou agents de sécurité. Leurs déclarations sont recueillies sous serment, recoupées, vérifiées pour pouvoir éliminer déjà les incohérences. L'analyse des vidéos et la photographie devient centrale. Ils passent en revue les caméras du campus et des alentours. Ils exploitent aussi les réseaux sociaux afin de reconstituer le parcours du tireur depuis son accès au toit jusqu'à sa fuite. Dans les affaires beaucoup plus graves, c'est-à-dire à forte dimension politique ou alors terroriste, les autorités locales collaborent avec le FBI et d'autres agences fédérales, ce qui permet instantanément un partage de l'information et des expertises balistiques, de la criminologie et de profilage. Après tout ça, la chasse à l'homme se déploie maintenant, c'est-à-dire diffusion d'images du suspect ou alors des personnes d'intérêt, promesse de récompense pour toute information utile, inspection des zones de fuite possibles, patrouille et barrage. L'analyse balistique et micro-légale apporte des certitudes correspondant entre la douille, la balle et les armes retrouvées. Une fois toutes ces preuves rassemblées, les enquêteurs tentent alors de reconstituer chronologiquement le scénario. Arrivée du tireur, moment du tir, itinéraire de fuite, éventuel complice ou alors préméditation. Tout ça débouche à un rapport officiel, des poursuites judiciaires pour meurtre, assassinat, voire des charges fédérales. Et parfois sur l'ouverture d'une enquête parallèle sur les failles de sécurité de l'événement en question. Donc qu'est-ce qu'ils font pour que ça n'arrive plus jamais? Enfin, les autorités communiquent très prudemment avec le public. C'est pour ça qu'on a les informations en compte-gouttes. Parce qu'ils donnent les mises à jour très limitées en lançant des appels à témoins, en garantissant la protection du témoin en question. À partir des événements que l'on connaît sur l'affaire Kirksey, il y a plusieurs hypothèses qui semblent envisageables. Déjà, le tireur semble avoir planifié son geste. Il a choisi le toit, il a pris une arme de longue portée, il y a eu un moment d'exposition maximale devant un public nombreux, ce qui rend improbable un acte purement impulsif. Le toit choisi lui offrait une vue dégagée et une trajectoire difficile à intercepter. Il aurait pu ensuite quitter le campus rapidement, abandonnant son arme dans une zone boisée, ce qui va compliquer la traque. Les empreintes et les paumes de chaussures laissent quand même penser qu'il y a des indices importants qui ont été laissés sur le lieu. Le fait que 2 personnes aient été arrêtées et puis libérées suggère que les indices pouvaient être trompeuses ou alors que le tireur était très bien dissimulé, utilisant des vêtements ou des accessoires pour brouiller son identification. Enfin, le caractère politique n'est pas à exclure. Il y a certaines autorités qui parlent ouvertement d'assassinat, ce qui mobilise davantage les ressources fédérales. Ce qui est sûr, c'est que les logs d'accès au toit, les caméras internes, portes et escaliers vont aider à déterminer le moment où le suspect est monté sur le toit ou alors a fui. Il y a certainement les antécédents qui sont actuellement examinés, c'est-à-dire les menaces anciennes que Kirk a reçues, les affiliations politiques suspectes dans lesquelles il était, les pistes idéologiques, enfin la provenance de l'arme, c'est-à-dire achat, enregistrement, trafic, ça vient d'où?
Tout ça pourrait livrer des pistes décisives, tout comme les technologies modernes, reconnaissance faciale, empreinte digitale ou alors correspondance ADN. Toutes ces étapes combinées font en sorte que généralement ils arrivent à transformer un puzzle très flou en une enquête solidement étayée. Point important aussi pour ceux qui vont poser la question de pourquoi est-ce qu'on a pu l'avoir si facilement. Je mets le facilement là entre de très gros guillemets. Charlie Kirk n'était pas un chef d'État ou alors un élu officiel. Il possédait juste une véritable statue dans le clan des conservateurs américains. Il organisait plusieurs événements publics de ce genre. Et lors de ces événements, il était entouré d'une sécurité privée destinée à contrôler l'accès et à contenir d'éventuels contre-manifestants. Bien sûr, dans cet événement, il y avait le dispositif de police locale, mais leur but était plus de tenir la foule. On parle quand même de 3000 personnes présentes sur le campus. Toutefois, le fait qu'un tireur ait pu se positionner sur un toit avec une arme longue portée sans être repéré démontre que la surveillance n'était pas dimensionnée pour pouvoir parer à une attaque type sniper. Démontre que la surveillance n'était pas dimensionnée pour parer à une attaque de type sniper. C'est ça le truc. L'objectif de la sécurité semblait être d'empêcher des perturbations et non de contrer un scénario d'assassinat. Donc c'est pas que les gars sont mauvais dans leur boulot, non, c'est qu'ils n'ont juste pas prévu ce scénario-là. Autrement dit, Kirk bénéficiait d'une protection notable, mais pas d'une protection pull anti-attentat. Et c'est cette faille qui a permis la tragédie. Concernant les motifs possibles du tireur, il y a plein de pistes aussi qui sont en train d'émerger. La première, c'est l'idéologie. Kirk était un visage radical de la droite trumpiste, connu pour ses attaques contre les immigrés, les mouvements climatiques et j'en passe. Il s'était attiré la haine de nombreux adversaires, qu'il s'agisse de militants antifa, d'extrême gauche ou alors de membres des communautés visées. La seconde hypothèse est interne à l'extrême droite. Kirk était critiqué par certains ultranationalistes qui le considéraient comme trop institutionnel ou alors trop aligné à Donald Trump. Dans cette logique, son élimination pouvait être perçue comme un moyen de semer le chaos ou alors de fragiliser le leadership de Trump. Une troisième piste est plus personnelle. Ça peut être un individu isolé, profondément touché et blessé par les déclarations ou alors les positions de Kirk et il a pu agir par vengeance. Ce qui est sûr, c'est que la personne avait les compétences pour le faire, un ancien militaire probablement. Et donc ça pouvait être une personne aujourd'hui même s'il a été ancien militaire, mais cette fois-ci en civil, ayant des conflits avec un type USA. Ça pouvait même être un parent endeuillé par une fusillade et ensuite choqué par le cynisme sur les armes à feu de ce gars. Ou encore une personne directement blessée par les attaques verbales de Kirk. Enfin, il y a une dernière hypothèse, plus stratégique. Ce n'est pas exclu, on dépose quand même là. En tant que relais entre Trump et la jeunesse conservatrice, son assassinat fragilise symboliquement le mouvement, installe un climat d'insécurité et peut être exploité politiquement. Que ce soit pour victimiser les républicains ou alors pour déstabiliser leur rang. C'est jouable dans les deux cas de figure. Et c'est même déjà en train d'être utilisé dans ce sens-là. En définitive, Kirk était assez influent pour devenir une cible politique, mais pas assez institutionnel pour bénéficier d'une sécurité maximale et empêcher ce genre d'événement d'arriver. Tout porte à croire que ce tir n'était pas un geste impulsif, mais une attaque préméditée, bien pensée, avec un lieu soigneusement choisi, une distance soigneusement calculée et une fuite planifiée. Les suspects potentiels sont donc multiples. Adversaires progressistes déterminés, rivaux d'extrême droite ou encore un loup solitaire animé par une rancune personnelle. On l'a déjà vu ce genre de scénario. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont vos théories et on se retrouve une prochaine fois.